Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022, au sommaire ce soir. L'incertitude demeure quant au futur réseau de transport en commun du Grand Annecy, et ce à 2 jours du nouveau vote décisif des conseillers communautaires. Ce lundi soir, la commune d'Annecy a organisé une commission publique pour tenter d'y voir un peu plus clair. Nous y étions. Et puis nous prendrons la direction de Termignon, en Haute-Maurienne. Ce mardi, plusieurs élus savoyards se sont rendus au chevet des centres de vacances qui hébergent les classes de neige. Une aide et un soutien plus que bienvenue pour ces établissements touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Mais avant de développer ces titres, une nouvelle réunion du comité social et économique de l'entreprise Ferropem a eu lieu ce mardi. Elle a réuni salariés et direction. Et au terme des entretiens, la direction a accepté de suspendre la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi. Pour rappel, 221 postes sont menacés. Affaire à suivre donc. Parlons mobilité à présent. Tram ou bus, la question se pose toujours. Ce jeudi 27 janvier, les élus du Grand Annecy doivent se réunir pour voter et choisir enfin le futur réseau de transport collectif qui desservira le bassin annécien. Ce projet au long cours et aux multiples rebondissements ne fait toujours pas consensus parmi les conseillers communautaires. Le mois dernier, le maire de Charbonnet avait déposé un recours invalidant le dernier vote en faveur du tram sur l'axe Seine-Pringy. Ce scénario l'avait alors emporté d'une seule voix, seulement sur le projet du tout bus à haut niveau de service. Ce lundi soir, une commission publique était organisée à Mété. Marine Schneider était présente sur place. On regarde ce reportage. Tram ou bus électrique, la question n'est toujours pas tranchée par le Conseil du Grand Annecy. Même si les élus ne sont toujours pas d'accord, une solution se profile pour les usagers. Mettre le projet de tram de côté sur l'axe Seine-Pringy afin de tester le busway sur la ligne du 1 vers le parc des Glaisins. Une proposition plébiscitée par l'opposition. Là, nous avons 2 lignes sur les 5 que nous pouvons tester au cours de ce mandat. Donc, essayons une ligne de tramway et essayons une ligne de BHNS. Les choix sont faits. Franchement, aller de l'hôpital jusqu'à Sénaux, c'est une très bonne chose. En passant effectivement par les galeries Lafayette, ça nous permettra de couvrir des zones à forte densité de population. Un début de consensus peut-être pour le maire d'Annecy, dans l'attente de nouvelles études sur le premier itinéraire. Mais ce qui se trame derrière ce scénario, ce sont les surcoûts qu'il pourrait engendrer. 200 millions d'euros de plus dans le cas du tram. Et ce qui inquiète les habitants, c'est que cela pourrait peser bien plus lourd dans leur portefeuille. De toute façon, cet argent-là qui sera donc utilisé, il faut bien le récupérer quelque part. Alors, le récupérer quelque part, alors bien sûr, c'est facile de dire on va prendre sur le foncier. Oui, effectivement, on peut prendre sur le foncier, mais de façon modérée. On dit que la ville d'Annecy est chère pour les habitants, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Que feront les propriétaires à Annecy? Sinon répercuter sur les loyers l'accroissement de la taxe foncière. Forcément. Les loyers ne vont pas baisser, ils vont continuer de grimper. Car si la solution du tout-bus comprend l'achat des véhicules, le tram lui engage aussi l'installation du système électrique qui l'alimente, soit 2 fois plus de frais que pour le bus, sans compter un supplément de 20% pour l'énergie. Mais pour le maire d'Annecy qui souhaite tenir sa promesse de campagne, le tram est la solution pour désengorger la ville, quoi qu'il en coûte. Personne n'aime qu'on augmente les impôts, on en est tous conscients. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est le développement économique, la réponse aux usagers, le fait qu'on ait un équipement comme le tram qui soit structurant. Et ça veut dire quoi structurant? Ça veut dire qu'on va avoir un urbanisme qui doit se rénover. Il faut savoir que notre ville est très attractive et qu'elle attire beaucoup de gens. Donc il va y avoir une nécessité de densification, on n'aura pas le choix. Pour le moment, le choix est discuté entre les conseillers communautaires et les conseillers municipaux. Le référendum populaire n'est pas encore à l'ordre du jour, sauf en cas d'impasse. Résultat du vote ce jeudi soir. Nous l'évoquions dans notre édition de lundi. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était à Annecy ce samedi. Il en a profité pour échanger avec Frédéric Lardet, la présidente du Grand Annecy, et Martial Sadier, le président du département de la Haute-Savoie. Au programme, les futurs projets vertueux prévus pour le bassin annécien. On citera notamment l'électrification à venir de la flotte de croisière de la Compagnie des bateaux du lac d'Annecy. Je vous propose de les écouter au micro de Lucas Ruche. L'électrification des flottes de bateaux, on en parle beaucoup et je pense que la compagnie des bateaux sur le lac d'Annecy vient de gagner l'appel d'offres qui a été lancé par la préfecture et l'État et donc maintenant il n'y a plus qu'à. On comptait sur Laurent Wauquiez pour accompagner cette électrification. Le Grand Annecy va de ce fait-là suivre aussi l'accompagnement de cette électrification pour la compagnie des bateaux, c'est une très bonne nouvelle. Et puis il y a d'autres sujets comme l'USMB aussi, on attend puisqu'on a des rénovations énergétiques à faire sur nos bâtiments dans le cadre de notre plan climat
Énergie. 2 projets qui reflètent aussi cette volonté d'avancer, et Frédéric y était très attaché, du soutien aux petites communes du Grand Annecy, notamment sur des projets de rénovation énergétique. Et le dernier, il est derrière nous, c'est la volonté de basculer en bateau électrique sur les bateaux qui sont sur le lac. Et donc là, on sera très engagés. Ça va toucher à la fois le lac ici et puis en même temps un projet sur Aix. Donc on en a profité pour faire tous ces points avec Frédéric, méthode de travail commune, sur le contrat de plan État-région, sur les aides de la région, et toujours avec ce partenariat qu'on a avec Martial et qui nous permet d'avancer tous les deux ensemble. Sans le département, on ne peut rien faire. Les classes de neige sont souvent des moments inoubliables et forts en émotion pour des milliers d'enfants. Or, les centres de vacances qui les accueillent sont en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire. Et les protocoles sanitaires contraignants découragent fréquemment les écoles d'organiser de tels séjours. Dans nos stations savoyardes, ces structures représentent une part importante de l'activité touristique en dehors des périodes de vacances scolaires. Ce mardi, des élus savoyards sont allés témoigner leur soutien à ces établissements du côté de Termignon en Haute-Maurienne. Victoria Lopez était sur place, reportage. On essaye de ne pas tomber, de ne pas se rentrer dedans. En chasse-neige, et on appuie du bon côté. Si vous savez pas S'initier aux joies du ski quand on vient d'une région éloignée des montagnes. Les classes de neige ont marqué beaucoup de petits skieurs français. Dans ce contexte, ils sont de moins en moins nombreux à profiter de ces séjours au sport d'hiver. Les protocoles sanitaires compliquent beaucoup l'organisation de ces voyages. Mais ces jeunes élèves de Maine-et-Loire ont eu la chance de pouvoir venir skier à Termignon. Au début c'est difficile, mais dès que tu as appris, c'est facile. J'ai appris à faire des chasse-neige, faire des virages et à tenir en équilibre sur mon ski. Moi je m'amuse bien et je trouve ça rigolo. Ces classes font partie des rares qui ont maintenu leur venue. Dans la station, la baisse du nombre de séjours scolaires se fait ressentir, notamment pour l'école du ski français, qui emploie jusqu'à 25 moniteurs. Les cours dispensés aux élèves en centre de vacances représentent 40% de son chiffre d'affaires en temps normal. Sur le mois de janvier, on a énormément de pertes. Actuellement, on a fait le bilan, on a à peu près 70 moniteurs qui ont été annulés. Ça représente une perte nette pour nous d'à peu près 40 000 €. C'est des moniteurs qui restent à la maison, forcément. Et en plus de ça, la clientèle touristique, ils sont encore un petit peu frileux de venir au ski. Ce qui fait que sur le mois de janvier, la période a été très très calme pour l'instant. Oui. Si les séjours sont compliqués à organiser pour les enseignants, ils le sont aussi pour les centres de vacances. Autorisés à ouvrir cette année après une saison blanche l'année dernière, ils accusent cependant le coup avec des annulations de dernière minute. Ce centre résiste tant bien que mal. Nous, il nous faut à peu près 70% de remplissage sur nos périodes d'ouverture pour arriver à payer nos charges toute l'année, en fait. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre, c'est qu'on travaille l'hiver, pas que pour financer l'hiver, mais aussi financer les mois de fermeture, septembre, octobre, novembre, où les charges courent. Cette semaine, on a la moitié du bâtiment, mais tout le personnel est là, puisqu'il faut bien cuisiner. Même s'il n'y a que la moitié du bâtiment, on n'utilise pas la moitié d'un cuisinier. Le chauffage de l'ensemble du bâtiment, et puis voilà. Donc, et on saura pour la semaine prochaine que vendredi, entre midi et 16h, s'ils viennent et s'ils arrivent le dimanche. S'ils ne viennent pas, on a les frigos pleins. De leur côté, les élus et structures de tourisme régional font leur possible pour venir en aide aux établissements. L'idée, c'est de pouvoir réactiver autour des questions comme le fonds de solidarité, par exemple, comme le chômage partiel, mais avec des taux d'intervention dès lors que les chiffres diminuent de l'ordre de 30%. Après, à l'échelon régional, il y a des choses qui existent déjà du côté de la collectivité régionale, avec des aides au départ au séjour et avec des aides sur les travaux qui sont mis en œuvre dans les centres de vacances. Et puis du côté de l'Agence régionale du tourisme, nous avons un dispositif qui a été expérimenté l'année dernière, qui est d'appeler directement des potentiels clients, je dirais, sur les centres de vacances. Nous avons eu de très bons résultats. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi travailler dans cette direction. Alors que la déferlante de variants qui s'est abattue sur la France fin décembre et début janvier semble débuter sa décrue, tous les acteurs de la montagne se mobilisent pour assurer l'avenir des classes de neige. Des séjours inoubliables pour ces enfants qui deviendront pour beaucoup les skieurs vacanciers de demain. Un mot de football avec le choc de la 19e journée de nationale entre le FC Annecy et l'US Concarneau ce lundi soir au Parc des Sports. Sur une pelouse partiellement gelée, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Elles se quittent sur un score nul et vierge de 0-0 au terme d'une rencontre assez pauvre en occasion nette. Au classement, les Hauts-Savoyards restent 3e à 2 points de leurs adversaires du soir. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Lucas Ruche. Honnêtement, sur la physionomie du match, je pense que tout le monde a eu sa chance à différents moments. Donc je dirais que c'est un match nul assez logique. Alors après,
quand vous êtes à domicile et puis compte tenu du challenge de vouloir passer devant Concarneau, ça peut être une déception, mais je pense qu'il faut être aussi juste par rapport à la prestation. C'est honnêtement le meilleur adversaire à qui on a eu affaire cette saison à domicile. Ils auraient pu marquer, nous aussi, notamment sur la fin de la première mi-temps. Voilà. On n'a pas su saisir notre chance. Finalement, ça se termine par un match nul assez logique. On peut ouvrir le score en première mi-temps. Après, par rapport au terrain qui était un peu gelé, bon, c'était un peu compliqué de jouer au football, mais oui, regret, oui et non, parce qu'on prend un point quand même contre Concarneau, qui est une très bonne équipe, qui nous a mis sûrement en difficulté. C'est celle qui nous a mis en difficulté le plus, je pense, à domicile. Donc c'est une très bonne équipe, on prend un point, on ne prend pas de but, donc je suis content, mais en même temps, c'est un peu... c'est mitigé, quoi. C'est mitigé. Connaissez-vous le Paray? Cette luge monopatin native de nos montagnes fait l'objet chaque hiver d'une compétition très officielle. Le rendez-vous a lieu à Manigot et il attire de nombreux participants. Lucas Ruche s'est rendu sur place pour aller à la rencontre de ces casse-coups des montagnes. Reportage. Ils sont ce soir plus de 180 participants venus en découdre sur leur monture en bois. 6 fois par an, l'association du Paray de Manigot organise des descentes chronométrées sur une pente habituellement réservée aux skieurs. Pour espérer l'emporter, il faudra avaler le plus rapidement possible les 6 portes de ce slalom. Mais avant d'espérer un quelconque résultat, l'entraînement est de mise. Quelques heures avant la course, Jean-Marc est venu s'essayer sur la piste. Ce Haut-Savoyard pure souche glisse avec son Paray depuis 25 ans. Une pratique bien particulière qui est seulement répandue dans le village de Manigot et ses environs. Le Paray, au début, personne ne connaissait. Moi, je me souviens, les premières courses, on parlait du Paray, même sur le bassin annécien. Personne ne connaissait le Paray parce que c'était très local à Manigot. Et après, on a créé ce championnat. Le championnat, il a évolué. Et à un moment donné, on s'est bien posé la question, pourquoi pas être dans une fédé, avoir une licence. Mais le but, c'était pas ça. C'est un ancien ludique, traditionnel. On voulait rester dans la glisse à l'ancienne. Et je crois que c'est ce qui a fait la force et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. On remonte à pied, les gens aiment ce côté ludique. Et facile, bien sûr. Après quelques descentes, Jean-Marc est fin prêt pour la compétition du soir. Une fois avoir grimpé la pente, Paray sur le dos, le départ est imminent. L'amusement laisse désormais place à la concentration. On se sent comment là avant le départ? Bien. Bien, mais il va falloir y aller, quoi. Il va falloir s'accrocher là. Si certains concurrents sont détendus comme Jean-Marc, d'autres affichent une petite fébrilité. Un peu de stress, surtout que là on a vu les 60 premiers passer et il y a un peu de casse et un peu de porte difficile à prendre, donc on verra. Un peu la pression, un peu le stress, et puis ça ira mieux en bas. Comme tout sport de glisse, l'engagement est primordial si l'on veut espérer finir bien classé. Et ce soir, c'est les participants qui éviteront les pièges d'une neige glacée qui l'emporteront. Faut manquer un peu de cerveau, je crois, pour descendre ce soir, parce que très compliqué, très compliqué. Faut pas trop réfléchir, ouais. Moi, ça fait 15 ans que je fais le championnat, j'ai jamais vu aussi difficile que ce soir, donc ouais, très compliqué. C'est très technique, faut réfléchir en montant comment tu vas descendre. Et surtout pas avoir peur, c'est l'essentiel. On aime des soirées comme ça, on aime le spectacle, on aime la neige dure et on fait le spectacle pour les touristes qui viennent nous voir et ça nous plaît comme ça, quoi. Une fois les résultats établis, les compétitions de Paray se terminent tous les ans dans la bonne humeur. Et c'est peut-être aussi ça, la réussite d'une tradition vieille de plus de 2 siècles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à une rediffusion de votre émission Panorama consacrée cette semaine au fromage. Et pour ce 2e épisode, Marine Schneider s'est entretenue avec Clément Clarabonnel, le responsable de la coopérative laitière de la Chambre. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à mercredi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.